est maintenant le fruit d'une exploration menée par 6 traductrices et traducteurs, une exploration pour laquelle ils ont obtenu une bourse dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Archipelagos. Et parmi les textes récoltés dans leur pays, dans leur littérature de destination, je dirais plutôt, il y a certains textes qu'ils ont voulu particulièrement mettre en avant. Certains ont fait l'objet d'un podcast et d'autres ont fait l'objet de la sélection que vous allez entendre. Ce sont des textes qui ne sont donc pas traduits, que vous ne pourrez pas tout de suite acheter en bas, mais que vous pourrez très certainement vous procurer dans quelques années, disons. Voilà. Je remercie particulièrement Manuel Ulloa, qui est là-haut, et qui a préparé la mise en voix. C'est le metteur en scène avec qui nous avons pris maintenant l'habitude depuis de nombreuses années de travailler, et qui a préparé pendant une semaine cette lecture avec eux. Je ne sais rien de ce que je vais voir. Je suis comme vous et très impatient. Merci Manuel. Et je leur laisse maintenant le plateau. Bonjour. Je suis Fanny Bouquet, je traduis de l'allemand. Dans le cadre d'Archipelagos, j'ai passé 2 semaines de résidence à Berlin. Je vais vous lire un extrait de Trieste, gare centrale. C'est un texte du romancier et dramaturge Jaroslav Rudiš. C'est un auteur tchèque qui écrit en tchèque et en allemand. Ces textes en allemand sont à ce jour inédits en français. L'extrait que je vais vous lire correspond au tout début du texte. Nous sommes installés au bar place Chamisso et Winterberg dit « Ce beau temps dehors, ça me rend mélancolique. Tout le soleil et toutes les longues chaudes journées, c'est triste, triste, je n'y peux rien. Le beau temps, ça m'a toujours rendu mélancolique. Et le soleil et l'été aussi. J'ai toujours mieux aimé le mauvais temps. Tout le contraire de ma femme, que le mauvais temps et l'automne ou l'hiver rendent mélancolique. Oui, oui, je sais ce que vous allez dire, cher monsieur Krauss, un malentendu dès le début. Quand les gens se mettent ensemble, ils ne devraient pas parler de leurs livres, ni de leurs films, ni de leurs lieux préférés, mais juste du beau et du mauvais temps. Et je sais de quoi je parle. Je vais bientôt avoir 90 ans. Je suis aussi vieux que le crématorium de Reichenberg et que la République tchécoslovaque. Et j'ai pourtant beaucoup aimé ma femme, et elle m'aimait aussi. Derrière la fenêtre brille le soleil de fin d'après-midi. Une journée caniculaire prend fin à Berlin. Winterberg regarde par la fenêtre, boit un peu d'eau, puis regarde de nouveau par la fenêtre. Ma femme était déjà très malade à l'époque. Je ne le savais pas, elle ne le savait pas. Personne ne le savait, mais il est quasiment certain qu'elle était déjà très malade à l'époque. Elle n'avait jamais été aussi pâle. Et j'ai proposé « Allons en Italie ». Certes, je n'aime pas le soleil, mais tu as besoin de soleil. Partons à Trieste. Ma femme n'avait d'abord pas envie. C'était un voyage très long pour si peu de jours. Mais ma femme adorait l'Italie et je savais que l'hiver était bien plus ensoleillé en Italie qu'à Berlin. J'ai dit, nous partons dans le sud, à Trieste. Ça concilie tout. Ton Italie et ton soleil. Mon guide de l'Autriche-Hongrie dans son édition de 1913, mon Baedeker. Ton histoire et mon histoire. Tu as besoin de soleil et j'ai besoin de Trieste. Et puis nous sommes vraiment partis. Je bois de la bière et Winterberg raconte le voyage de Berlin à Munich, le voyage de Munich à Innsbruck, le voyage de Innsbruck à Vérone et le voyage de Vérone à Trieste. Je bois de la bière et Winterberg parle et parle et parle, et dehors passe une voiture de police qui roule au pas. Les policiers sont en nage, ils ont baissé les vitres. Quand on était au col du Brenner, j'ai voulu préparer ma femme à Trieste. Je lui ai lu mon Baedeker, ce passage-là précisément. Vous voyez, cher monsieur Krauss ? Oui. Il montre son guide rouge et fatigué. Vous écoutez ? Oui. Vous regardez tout le temps par la fenêtre ? Oui. La bière est bonne ? Oui.
C'est bien. Oui. Où est-ce que j'en étais, moi, déjà? Vous ne pouvez pas m'interrompre tout le temps comme ça. Train, Brenner, Baedeker. Ah oui, je sais. J'ai voulu préparer ma femme à Trieste. Je lui ai lu ma Bible, mon Baedeker, le livre de ma vie. Il feuillette rapidement son guide et je commande une autre bière. Vous ne devriez pas boire autant, cher monsieur Krauss, même si vous aimez beaucoup la bière. Les cadavres de bière ne font pas de beaux cadavres. Mon père le répétait toujours, et il devait le savoir, lui qui travaillait au crématorium de Reichenberg. Il en a vu, des cadavres de bière. Ce n'est pas beau que vous buviez autant de bière, ce n'est pas sain. Baedeker, monsieur Winterberg, vous vouliez lire un passage. Oui, là. Trieste, la tergestum des Romains, qui depuis 1382 appartient à l'Autriche. La seule ville de commerce maritime, elle doit sa première renommée aux sollicitudes du roi Charles VI, qui a fait de la ville un port franc en 1719, et son essor dans la seconde moitié du XIXe siècle à la construction de la ligne de chemin de fer de Semmering. Oui, la ligne de Semmering, le chef-d'œuvre de Karl Ritter von Gega, l'œuvre d'une vie, cher monsieur Krauss. Alors, évidemment, je voulais me rendre à Trieste par la ligne de chemin de fer de Semmering. Mais je ne voulais pas tourmenter ma femme ni la surmener. Bien sûr, il aurait aussi été possible de prendre la magnifique ligne Vorreiner, la liaison la plus courte et la plus rapide entre Reichenberg, Prague et Trieste, d'après les horaires de 1913. On ne peut pas passer au-dessus des vieilles guerres et des problèmes aussi vite qu'on traverse les Alpes. Et ça ne réjouirait guère Karl Ritter von Gega, tout comme ça ne me réjouit pas. Oui, j'ai pensé à tout ça pendant le voyage vers Trieste, mais je l'ai gardé pour moi. Vous connaissez mes bouffées d'histoire. Je ne voulais pas tourmenter ma femme ni la surmener avec ça. Et moi non plus, d'ailleurs. Oui. Et par ailleurs, la liaison des Alpes par la ligne du Brenner est vraiment magnifique. Au fond, notre voyage en Italie était un voyage de vacances, un voyage pour se reposer. Oui, il ne fallait donc pas trop se torturer l'esprit ni se surmener. Où est-ce que j'en étais resté? Cher monsieur Krauss, vous ne pouvez pas m'interrompre tout le temps comme ça. Moi? Oui, vous. Mais je n'ai rien dit. Vous parlez tout le temps. On peut à peine se concentrer. On perd le fil, on ne peut pas se concentrer. C'est simplement effrayant. Où en étions-nous déjà? Dans le train. Encore dans le train? Oui. Dans le train alors? Oui. Dans le train, dans le col du Brenner. Encore dans le col du Brenner? Eh oui. Ah bon, oui, c'est ça, le Brenner. Un jour, vous devez descendre là-bas, cher monsieur Krauss. Vous devez aller voir le poste d'aiguillage. Il est encore là, telle une vieille forteresse muette. Qu'est-ce que cette forteresse n'a pas vu ou vécu? L'empereur y a été, Mussolini y a été, Hitler y a été. Oui, vous avez raison, cher monsieur Krauss, c'est fou, complètement fou. Dans le Brenner, c'était l'hiver, mais à Vérone, c'était déjà le printemps. De gare en gare, ma femme rayonnait de plus en plus. Et elle souriait, et elle était heureuse que nous soyons en Italie. Même si j'ai remarqué à Vérone seulement que j'avais peut-être un peu tourmenté et surmené ma femme avec mes histoires, avec mes anecdotes historiques et techniques sur les chemins de fer. Alors après, je n'ai plus rien dit jusqu'à Trieste. Mais quand j'ai vu par la fenêtre l'endroit où les rails de Vérone rencontrent les rails de l'ancienne ligne du sud de l'Autriche, j'ai dit « Regarde, ce sont les vieux rails de l'ancienne ligne du sud de l'Autriche de Karl Ritter von Gega !» Et quand le train, peu de temps après, est passé devant le château du Miramar, j'ai dit « Regarde, le château du Miramar de l'archiduc Maximilian !» Et puis quand le train a cahoté sur le splendide viaduc de Barcola sous le phare de Trieste, j'ai dit « Regarde, le splendide viaduc de Barcola et le phare de Trieste !» Il était tard dans l'après-midi quand nous sommes arrivés. Nous sommes restés devant la gare. Ma femme voulait profiter du soleil. Elle voulait prendre un bain de soleil et c'est ce qu'elle a fait. Puis je l'ai photographiée dans le parc devant la statue de l'impératrice Élisabeth. Sur aucune autre photo, ma femme n'est aussi heureuse. Sur aucune autre photo, elle n'est aussi belle. Bien plus belle que l'impératrice Élisabeth devant la gare centrale de Trieste. Qui, à l'époque, dans mon Baedeker, s'appelait bien sûr la gare du Sud, comme vous devez, j'espère, le savoir, monsieur Krauss. Monsieur Krauss, quoi? Vous dormez? Non. Si, vous êtes endormi. Pas du tout. Si, je le vois bien.
Fait trop chaud ici. Dehors, la voiture de police passe encore une fois. Puis Winterberg raconte que le jour suivant, le soleil brillait encore, qu'avec sa femme, ils sont allés au Miramar et que sa femme est tout de suite tombée amoureuse du Miramar. Pendant des heures, nous nous sommes baladés dans le parc et dans les jardins. Ma femme parlait des arbres et des plantes. Ma femme était une experte des arbres et des plantes. Elle parlait, et moi, tout ce temps-là, je pensais à l'archiduc Maximilian. Oui, je sais ce que vous allez dire, cher monsieur Krauss, c'est fou, complètement fou. Oui, vous avez raison, c'est fou. Je voulais faire plaisir à ma femme, je voulais être heureux, et j'étais heureux aussi. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la terrible histoire de Maximilian, à l'histoire de ce rêveur, cet idéaliste, ce romantique. Il suffit de voir le château, cher monsieur Krauss, et vous comprenez tout. Vous comprenez cette âme archiducale, douce, sensible, malade aussi. Vous comprenez toute sa folie et sa déchéance. Maximilian était sans doute le seul romantique et le seul idéaliste de la famille Habsbourg. Oui, cher monsieur Krauss. L'empereur du Mexique qui a déménagé du Miramar à Mexico car il était persuadé que le peuple mexicain n'aspirait à rien de moins qu'un Habsbourg pour empereur. Il pensait peut-être mieux vaut être empereur du Mexique que de ne pas être empereur du tout. Et Maximilian s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude, rien que des intrigues. Au Mexique, personne ne l'a aimé, personne ne l'a même vraiment salué, cher monsieur Krauss. Et on ne doit pas s'étonner que Maximilian et ses 2 généraux aient été abattus peu de temps après, pour retourner à Trieste dans un cercueil sur la frégate Novara quelques mois plus tard. C'est triste. Les cadavres par balles ne font pas de beaux cadavres. Ils ont essayé d'embaumer Maximilian et il leur est tombé des mains. Les cadavres embaumés ne font pas de beaux cadavres. Non, et c'est même tout le contraire. Les cadavres embaumés sont les pires cadavres qu'on puisse imaginer. C'est ce que disait mon père, et il avait raison. Pensez à Staline, pensez à Lénine, pensez à Gottwald, toutes ces personnes épouvantables, des cadavres épouvantables. L'archiduc Maximilian, lui, n'était bien sûr pas du tout une personne épouvantable. Au contraire, l'archiduc était une bonne personne. Mais les bonnes personnes peuvent-elles aussi se transformer rapidement en un cadavre épouvantable ? C'est triste, tout est vain. Il faut que je vous montre la photo de l'archiduc embaumé dans son cercueil, cher monsieur Krauss. Ce n'était pas un cercueil, mais une armoire en métal. Oui, un coffre-fort à cadavre. Oh non, ce n'était pas beau. Sa propre mère ne l'a pas reconnu. Où est-ce que je me suis encore perdue ? Vous ne pouvez pas m'interrompre tout le temps comme ça, monsieur Krauss. Je suis Sylvain Cavaillès, je traduis depuis le turc. En 2018, j'ai soutenu une thèse de doctorat sur la représentation des régions kurdes de Turquie dans la littérature turque. Le projet Archipelagos m'a permis de retourner à Diyarbakır pour y découvrir les voix qui ont commencé à émerger ces toutes dernières années. Eylem Ata est née en 1981 à Diyarbakır, où elle vit et enseigne la chimie. La nouvelle que je vais lire est tirée d'un recueil intitulé « Reste auprès de moi ». Ce titre, en plus de ce qu'il évoque au premier degré, fait référence au fait que chaque nouvelle est centrée sur un personnage apparu dans une nouvelle précédente. Ici, la narratrice s'appelle Seyran, elle est mariée à Alger, et le couple ne parvient pas à avoir d'enfants. Ce que nous savons d'une nouvelle précédente, c'est qu'Alger a une liaison avec Shukran, sa secrétaire, qui vient d'accoucher de son bébé. Nous savons aussi qu'un jour, Alger a été retrouvé mort, égorgé dans son bureau. Ça fait 3 ans que je vis sans sortir de l'appartement, sauf nécessité. Parfois, je descends dans le jardin de la résidence pour réfléchir aux détails qui font ma vie. Ce matin-là, je suis allé vers l'arbre devant l'immeuble, en marchant sur la pelouse fraîche, verte et mouillée, qui est comme une oasis au milieu de la steppe. Et je me suis assise contre le tronc sans me soucier des voisines, qui observaient mon accoutrement d'un œil réprobateur. Quand elles me croisent, elles se contentent de me saluer de la tête. C'est Alger qui apporte ce dont j'ai besoin pour la maison quand il passe, 1 ou 2 fois par semaine.
Je me suis lentement retiré du cabinet d'ingénieur que nous avions ouvert ensemble après notre mariage. J'ai quitté la vie active d'une manière si progressive que je m'en suis à peine rendu compte. Lors de ma première grossesse, le gynécologue m'a dit qu'il y avait un risque de fausse couche. J'ai commencé à rester à la maison, je suis resté couché 2 mois comme une grabataire. Ça ne m'a pas empêché de perdre le bébé. En fait, je suis retourné travailler quand je me suis senti un peu mieux, mais Alger semblait s'être habitué à tout faire tout seul pendant mon absence. Il ne me restait plus grand-chose à part préparer le petit déjeuner, passer commande pour le déjeuner, et puis je suis retombée enceinte. Là encore, je suis resté alité plusieurs mois. Là encore, le bébé n'a pas réussi à s'accrocher aux parois de l'utérus. Là encore, la perte. Cette fois-ci, il m'a fallu un peu plus de temps pour m'en remettre. Quand je suis retourné au cabinet, il y avait une secrétaire, Shukran. Elle achetait des poachas et des simites pour le petit déjeuner, et à midi, elle commandait à l'extérieur. Je me suis mis à y passer de moins en moins de temps, puis à n'y passer que de temps en temps. Je ne sais pas exactement quand j'ai lâché pour de bon. Les voisines avaient étendu une nappe sur une table dans le jardin pour prendre le petit déjeuner. Thé, beurek, au moins 5 fromages différents dans une assiette. Elles m'ont proposé un verre de thé pour la forme. Tout en le buvant, j'ai ouvert les nouvelles sur mon téléphone et j'ai commencé à lire un article. En attendant que mon ami soit sorti de sa réunion, je discutais avec l'employé qui sert le thé dans l'entreprise, un homme dans la cinquantaine, les joues roses et le visage souriant. Je ne sais plus comment la conversation en est arrivée là, mais il a dit, l'air triste, « Ma femme est folle. Elle prend des médicaments sur ordonnance. Quand elle les prend, elle ne parle pas, elle reste comme ça, elle regarde dans le vide. Mais quand elle ne les prend pas, elle se met à hurler, à insulter la terre entière. C'est ma faute si elle est devenue folle, en vrai. On était jeunes quand on s'est mariés. On habitait au village. Moi, je faisais tout ce que mes aînés me disaient de faire, je ne posais pas de questions. Ma mère faisait que se plaindre d'elle. Elle l'accusait de tout un tas de trucs. Moi, j'y croyais et je la frappais. En vrai, c'est mon frère qui la frappait. C'est lui, l'aîné de la famille. C'est pour ça qu'elle est devenue folle. Je m'en veux, mais c'est trop tard maintenant. Je me suis rendu compte que mon esprit s'était éloigné de ce que je lisais et j'ai repris ma lecture quelques lignes plus loin. Ce ne sont pas les grosses raclées qui épuisent les forces des femmes, mais d'abord 1001 humiliations, des rayures minuscules, presque invisibles. Ce n'était pas la première fois que je lisais un article semblable, mais la folie. J'avais l'impression que personne n'avait jamais parlé de la folie des femmes. Ça m'a cloué sur place. Je comprenais soudain que, depuis que j'étais marié, je dépensais beaucoup d'énergie pour me tenir moi-même sous contrôle. Je me suis redressé en obéissant à la pulsion qui me disait de m'arracher à l'endroit où j'étais resté cloué et de me révolter, de lâcher prise et même de m'éparpiller dans tous les sens. Je me suis levé dans l'idée de remonter à l'appartement et de m'enfermer dans l'armoire à glace. J'ai rendu le verre en remerciant. Mon œil s'est posé sur le tas de déchets sur la table. Tout ce gaspillage. Lâcher prise toute seule n'allait pas me suffire. Je voulais envoyer balader les verres devant moi, les assiettes, le sucrier, les déchets et d'autres choses encore, tout. Alger trouvait que je ne suffisais pas et il ne s'en cachait pas. Sans doute aussi me jugeait-il la cause de ses propres insuffisances. Il ne me parlait plus du tout, il se comportait comme s'il avait déjà trop écouté les choses que je disais, qu'il en avait marre de les entendre, qu'il n'en pouvait plus. Au moindre prétexte, il provoquait une dispute et moi je pleurais pendant des heures. Le moindre de mes gestes l'insupportait. Un jour, on s'était croisés devant la porte, alors que je rentrais de la supérette. Il m'avait jaugé du regard. Le fait que j'aille faire les courses avec un vieux t-shirt tout usé l'avait fait sortir de ses gonds. Tout ce qui pouvait passer pour un signe de pauvreté le faisait enrager. Évidemment, il était né avec une cuillère en argent dans la bouche, lui. Il s'était engouffré dans l'ascenseur en hurlant. C'est ce soir-là qu'il n'est pas rentré pour la première fois et que moi, j'ai passé toute la nuit dans l'armoire à glace. À partir de là, il a pris l'habitude de passer plusieurs nuits par semaine à l'extérieur. Il obtenait des projets en dehors de la région. Il changeait tout le temps de voiture, signe que les affaires marchaient.
Nous étions toujours un couple normal aux yeux de sa famille. Nous recevions à dîner, nous allions prendre le thé chez un tel ou un tel. Tout le monde trouvait admirable qu'il gagne assez d'argent pour que sa femme n'ait plus besoin de travailler. J'étais sorti sans avoir déjeuné, mais cet étalage de nourriture me donnait la nausée, comme si j'avais mangé la terre entière. Une jeune voisine m'a dit d'une voix très douce « Asseyez-vous si vous voulez, je vais vous préparer une assiette. » Je l'ai remerciée en disant que j'avais des choses à faire à la maison. En réalité, j'allais juste m'enfermer dans l'armoire à glace pour lire le reste de l'article. Je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite, comment j'allais tuer le temps. Peut-être allais-je rester dans l'armoire à glace pour tailler une pierre. Depuis 3 ans, mourir d'ennui était ma seule occupation. Une seule fois, j'avais invité une amie à venir prendre le thé avec son mari. En fait, plutôt qu'à elle, c'était à lui, Yilmaz, que je voulais parler de mes problèmes. Il était psychiatre. Je voulais lui dire que j'avais besoin de l'aide d'un professionnel, mais je n'en avais pas été capable. Nous étions en train de boire nos cafés en parlant de la pluie et du beau temps, quand soudain, quelqu'un s'était mis à bourrer la porte de coups de poing, comme pour l'abattre. C'était Alger. En rentrant, il avait vu devant la porte une paire de chaussures d'homme. Une fois, mon ami et son mari partis, alors que nous étions en pleine dispute, une photo d'Alger avec Shukran et un bébé m'était revenue à l'esprit. Ils avaient l'air tellement heureux dans leur cadre aux fioritures argentées sur le bureau de Shukran. C'est ce jour-là que j'ai commencé à tailler des pierres. Je n'ai pas arrêté. Je me suis éloigné lentement de cette table de petit déjeuner. Je suis remonté à l'appartement et me suis dirigé droit vers la chambre à coucher. Sur la poignée dorée et de forme allongée de l'armoire à glace, j'ai remarqué des motifs en spirale imitant la forme d'empreintes digitales. Je me suis faufilé à l'intérieur et la porte s'est refermée lentement. La lumière filtrait en une longue ligne verticale. J'ai allumé l'écran du téléphone et j'ai repris ma lecture. Mais d'abord 1001 humiliations, des rayures minuscules, presque invisibles. Pour ne pas devenir folle, pour que les femmes ne sombrent pas dans la folie, aider à renverser ce système auquel elles se heurtent, participer à une action de solidarité. J'ai fait une recherche sur l'autrice de l'article. Plié en 2 dans l'armoire, j'ai noté son adresse e-mail, mon petit carnet de notes posé sur les genoux. Je n'ai pas fait cela parce que je m'ennuyais ou pour tuer le temps. Je sentais qu'une mission m'attendait. Bonjour, je suis Dionys Descrevel, écrivain et traducteur de poésie. Je traduis le catalan vers le français. Mon projet de recherche Archipelagos s'intéresse à la jeune poésie catalane, dont émerge la voix de Paul Gouache, auteur né en 1997. Il a écrit 2 romans, dont Napalm dans le cœur, qui a été traduit en français par Marc Audi et publié aux éditions de La Croisée. Ce livre a été traduit en 9 langues européennes et aux États-Unis. Il a publié aussi 2 ouvrages de poésie qui sont inédits en France. Et les extraits que je vous propose d'écouter sont issus de La Part del Foc. La Part du Feu est un recueil d'écriture poétique qui place son auteur, Paul Gouache, au cœur d'un récit d'écriture intime, de souvenirs d'adolescence, d'adresse ou de dialogue avec ses êtres chers. Les poèmes éclairent ce qui doit disparaître pour exister véritablement. Dans la poésie de Paul Gouache, aimer, c'est aussi brûler. Je te dirai, mon ami, qu'il n'y a ni risque, ni mort, ni vie, ni même une autre étoile pour faire le chemin à l'envers et planter à nouveau les platanes, planter à nouveau les bougainvilliers, planter à nouveau de profondes racines, de ces fruits juteux et veloutés qui font les jours plus longs et les nuits plus brillantes. Mais s'il n'y a ni risque, ni mort, ni vie, ni même un autre océan où plonger son corps sans s'y enfoncer, ni un autre ciel où respirer sans s'y décomposer. Écoute-moi bien,
Ce que je veux te dire, c'est attrape bien fort ce non-vivre et la façon qu'il a de se traîner par terre. Attrape-le bien fort et dis-lui, viens avec moi jusqu'aux profondeurs du glacier, jusqu'au trou béant du précipice, jusqu'à l'entrée du volcan, jusqu'à la pointe de cet éclair, jusqu'à atteindre cette limite où nous pourrons nous lâcher la main. Chanson de mauvaise nuit. Parce que j'ai tes rêves d'amiante au fond des poches, que je caresse avec les doigts du matin au soir. Le printemps sans pollen, juste du sang dans les yeux. Les ans comme des ruisseaux qui courent à toute vitesse par les vallées. Les chemins escarpés qui reviennent toujours à moi, soldats de plomb qui pointent leurs fusils sur mon échine. Les rideaux troués de l'enfer du ciel du monde, une branche de sureau sur la table de nuit, et l'océan Pacifique qui se cache dans la commode, l'état primitif d'une lentille germant dans du coton, et une courte lettre qui sert de cale à l'amour. Et tout ça, je l'ai parce qu'un jour tu es venu pour découdre mes robes. Vida meva, tellement de peine, tellement. Maintenant, au fond du lit. Chanson de mauvais jour. Bouge le corps comme s'il n'était pas troué par tous ces regards. Bouge le corps comme si ton cœur n'était pas aussi une bombe. Bouge le corps comme s'il ne s'était pas habitué à ces baisers de pierre. Bouge le corps comme si tu n'avais pas peur de l'obscure nuit des temps. Bouge le corps comme si tu n'avais pas le couteau sous la gorge. Bouge le corps comme si tu n'avais pas toujours une fleur entre les dents pour le faire danser. Bouge le corps comme si de tes yeux ne coulaient pas des larmes de diamant. Bouge le corps comme si le manque n'était peut-être qu'une bouée. Bouge le corps comme si l'histoire du monde n'avait pas de prise sur lui. Vida meva, bouge le corps. Bouge le corps comme s'il était le tien. Je suis Brune Seban. Je traduis de l'italien. Pour la résidence Archipelagos, j'ai passé 2 semaines à Rome pour lire des bandes dessinées et des premiers romans. Camera Single, dont je vais lire 3 extraits, est le premier roman de Chiara Sfregola. Il a été publié en 2016 chez Fandango. Elle a écrit un autre roman et plusieurs essais, mais aucun n'est traduit. Les scènes se passent au début du livre. La narratrice, comme l'autrice au moment de sa sortie, a 27 ans et travaille dans le milieu du cinéma. J'adore aller au supermarché. C'est le lieu où la vie s'offre à vous dans toutes ses merveilleuses possibilités en échange d'argent. C'est moche, mais extrêmement réconfortant. Tu veux des lasagnes? En voilà une double portion rien que pour toi. Tu dois juste les placer au micro-ondes et attendre 8 minutes. Tu veux un petit déjeuner healthy pour te sentir la meilleure version de toi-même tous les matins? Achète donc ces bananes du commerce équitable venues d'Équateur. Touche 49 et n'oubliez pas d'utiliser les gants prévus à cet effet. Évidemment, à ce moment-là de l'histoire, ce que je désire plus que tout au monde, c'est de rendre heureuse ma petite amie. La chose est loin d'être simple, étant donné qu'elle est farcie d'intolérance alimentaire. Toutes les femmes dont je tombe amoureuse ont toujours un tas d'intolérances alimentaires. La tendance est la suivante. Au début de notre relation, elles entreprennent de rendre un peu plus adultes les étagères de ma cuisine d'adolescente attardée, à grand renfort de légumes bio, pâtes au blé complet et lait cru. Généralement, au bout de quelques mois, la situation s'est renversée et c'est moi qui me retrouve à faire les courses pour elles, à acheter des aliments qu'on penserait réservés à des malades chroniques et à angoisser, comme ma mère,
quand l'heure du dîner approche, parce que qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger ce soir? Depuis 3 ans, l'envie de faire plaisir à Margherita m'a donc fait remplir des caddies entiers d'ananas, de galettes au seigle, de petits oignons au vinaigre et de yaourts au soja dans toutes leurs infinies et désolantes variantes. Mais là, je vois une promo sur le charbon à barbecue et je me mets à saliver. Des grillades, une terrasse, une fête de fin d'été, voilà ce que je veux. J'achète donc des saucisses, des brochettes, des côtelettes et pour moi une boîte de hamburgers végétariens. J'écluse ainsi allègrement les derniers tickets repas qui me restaient et je rentre à la maison toute joyeuse, même si je dois m'arrêter tous les 2 mètres à cause du poids. Chérie, j'appelle en posant les sacs plastiques sur la table de la cuisine. Je n'ai eu qu'un tour de clé à faire, donc Margherita est à la maison. Ce n'était pas acquis, vu qu'au final, j'ai passé 2 heures au supermarché à lire des étiquettes pour calculer la moyenne pondérée entre certification biologique, origine, composition chimique et allergène. Je me disais, si on se faisait un barbecue sur la terrasse avec les filles ce soir? Margherita passe la tête par le couloir, déjà tout habillée, en jean et t-shirt. J'ai même pensé à la moutarde. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a l'air plus grande que d'habitude, plus dense. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je lui demande, choquée. On dirait qu'elle les a coupés toute seule. Linda, c'est un peu gênant à dire, répond-elle de sa voix nasale en se tordant les mains qui sont tout à coup très visibles, noueuses et nerveuses. Je n'ai même pas le temps de commencer à m'inquiéter que sa phrase repart comme un coup de fusil. Je ne t'aime plus. Pas « je sais que c'est dur » ou « je suis vraiment désolée » ou « tu comptes beaucoup pour moi, tu resteras toujours quelqu'un d'important dans ma vie ». Non, un pur, brutal, épigrammatique. Je ne t'aime plus. Et puis, c'est un peu gênant. Comme des hémorroïdes, comme un paiement de carte bleue refusé quand tu viens de dire que c'est toi qui offrais. C'est un fait, une sentence sans appel, un coup de ballon que je reçois en pleine tête et auquel je ne sais rien répondre d'autre que de rester en apnée. Qu'est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois répondre? Peut-être pas. Il y a trop de certitude dans ces 5 mots. Je ne t'aime plus. Et c'est tout. Bonjour, je suis Lola Masselbass, je traduis de l'arabe vers le français. Dans le cadre de ma résidence Archipelagos, j'ai découvert le travail de 2 écrivaines libyennes contemporaines et j'aimerais vous présenter l'une d'elles. Elle s'appelle Aïcha Ibrahim, elle est née en Libye, à Beni Walid, en 1969. Elle est l'autrice de 4 romans encore jamais traduits, et 2 ont fait partie de la longue liste du Prix international de fiction arabe. Celui dont je vais vous lire un extrait est son roman le plus récent, paru en 2022, et il s'intitule Sunduq Ramel, la boîte de sable. Il s'agit d'un roman historique qui retrace l'invasion de la Libye par l'Italie en 1911 et qui raconte la répression des révoltes puis la déportation des civils libyens dans des îles-prisons. L'écrivaine place au centre de l'intrigue la psychologie du colonisateur, puisque le personnage principal est un jeune soldat italien envoyé dans l'armée en Libye. Et c'est cette inversion du regard sur un épisode trop peu connu de l'histoire qui m'a plu. Je vous lis les premières pages. Sur la ligne de front, à Ain Zara, au sud de Tripoli, là où s'embrase l'enfer de la bataille après une semaine entière de bombardements, d'odeurs de poudre, de givre et de pluie assommante, Sandro Compartini étouffe le vœu secret qu'un miracle se produise et le projette loin de cet endroit boueux. Il pensait que c'était un vœu lâche, l'expression d'une décadence intérieure qui lui était propre dans l'océan de ses contradictions, jusqu'à ce qu'une balle vienne percer son épaule droite,
jusqu'à ce qu'il remarque les regards jaloux de ses camarades, qu'il les entende chuchoter à propos de ces coups du sort, ceux qui ne tuent pas, ne vous sectionnent pas un membre, mais vous accordent un laissez-passer pour le salut et vous permettent d'échapper à cette abominable vie de soldat. Dans l'ambulance, allongé sur la civière, il regarda son fusil, désormais loin du rebord de la tranchée pleine d'eau, et réalisa que celui-ci ne toucherait plus jamais son épaule trouée. Le jeudi 5 mars 1912, à bord du bateau qui emmenait les blessés à l'hôpital de Naples, il se dit que s'il décidait d'écrire ses mémoires par la suite, il omettrait cette partie ennuyeuse et pleine de futilité. Il laisserait de côté les discours de réconfort, les descriptions d'héroïsme désintéressé et des bouquets de fleurs blanches semblables à des cuisses de poulet figées qu'on leur avait distribuées sur le quai du port. Il mentionnerait seulement combien il était redevable à cette balle qui avait surgi au bon moment et qui avait inscrit son nom sur la liste des démobilisés de l'armée italienne, lui permettant de revenir à sa vie d'avant. Lors de sa 2e semaine à l'hôpital de Naples, il se mit à fouiller dans la pile de journaux étalés sur la table en bois installée entre les lits des blessés, à la recherche de la chronique de Paolo Valera, le journaliste de l'indépendant La Folla. Avec une sorte de curiosité, il fit tourner le cadran du téléphone et demanda le numéro du journal qui était inscrit sur la dernière page. Une voix de femme lui répondit au bout de la ligne. « Valera ? Oui, il est là, vous pouvez venir le rencontrer. » En quittant l'hôpital, en direction de Centro Storico, il ne savait pas encore ce qu'il allait lui dire. Ce fut une jeune femme enjouée et dodue comme une pâte à pizza pleine de bulles et de fromage, coincée péniblement derrière son bureau, qui l'accueillit dans les locaux du journal. Elle fit un signe en direction du bureau de Valera. « Allez-y, vous pouvez entrer. » Il entra et le trouva concentré sur une pile de feuilles. Sans faire un geste, celui-ci lui lança soudain. « Vous êtes ce malheureux soldat qui joue du piano ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» La confusion plana au-dessus de lui plusieurs secondes, tandis qu'il essayait de choisir la formule adéquate pour susciter la curiosité d'un homme de presse expérimenté, capable, en un seul article, d'ébranler le trône d'Italie. « Je me suis déjà tenu devant l'évêque, ma confession est faite, je ne suis pas protestant. Je ne me risquerai pas à dire que l'Église n'a pas le pouvoir d'effacer les péchés. La vérité, c'est que je dois avouer des faits graves et importants, dont la presse n'a jamais eu connaissance jusqu'à présent. » Le journaliste le regarda et, remarquant le tremblement de son bras, il lui dit « Vous avez l'air blessé. On m'a sorti une balle de l'épaule. Bon, je suis content que vous vous en soyez sorti. Je ne demande pas votre compassion. Je suis un soldat et je ne sais pas comment me positionner. Je dois souffrir de schizophrénie. Mais ce n'est pas le sujet. J'espérais dédier ma vie à une cause comme vous, mais la guerre m'a mis en mauvaise posture. J'ai vraiment l'impression que ça ne va pas. Laissez-moi d'abord vous offrir un peu de limonade. » Il lui désigna de la main la porte menant au petit balcon, à peine assez large pour les 2 chaises en rotin. Pendant qu'ils avalaient leur verre de citronnade, les airs d'une oraison funèbre vinrent surprendre leurs oreilles. Le groupe de musiciens était suivi par des hommes et des femmes en habits de deuil. Ils accompagnaient un chariot qui portait un cercueil enveloppé dans un drap noir, sur les côtés duquel était inscrit « Soldats héroïques morts à Tripoli pour défendre la civilisation et l'humanité ». Et le cocher tendait le chapeau du mort aux passants pour qu'ils y jettent des pièces de monnaie. Valera sortit une pièce de métal d'une valeur de 5 centimes. Il la lança dans les airs en un geste théâtral, et celle-ci atterrit dans le chapeau. Ils entendirent les soupirs impressionnés et les rires incontrôlés au-dessus du triste cœur. Puis, le cortège s'en alla, comme toute chose étrange et contradictoire, dans le chaos et le vacarme. Je dois vous faire part d'un élément important. C'est à propos des femmes tuées dans la mosquée. Oui ? J'y étais. J'étais avec le peloton d'exécution. Elles devaient être déportées dans la colonie pénitentiaire d'Ustica. Et après, quand il n'y a plus assez de place sur le bateau, nous avons reçu l'ordre de les exécuter rapidement
et à l'écart des correspondants de presse. Ma mission était de les attacher avec des cordes. Valera fixa Sandro d'un regard impénétrable. Il nota quelque chose sur son carnet puis déclara « Notre correspondant a dit la même chose, mais cela me semblait si difficile à croire. Tout s'est passé très vite, et dans l'obscurité complète. C'était le 2e soir, après les incidents du quartier d'Al-Manchia et de la rue du Chott. Une nuit terrible. 600 Arabes, dont 120 femmes et 80 enfants que nous avons poussés dans la cale du bateau. Parmi eux, il y avait une belle jeune femme, Halima. J'ai commis un crime horrible envers elle, et je ne sais pas où elle se trouve désormais. Comme d'habitude, ça la presse nationale n'en parlera jamais, dit Valera. Voilà pourquoi je suis venue vous voir. Mais pourquoi est-ce que vous me parlez de tout cela ? Je veux faire quelque chose pour cette fille si elle est encore en vie. Et si ce n'est pas le cas, alors pour la vérité. Il nous reste encore un peu de ciel pour fuir. La part du feu flottant à la surface de l'eau, pellicule crémeuse qui colore les nuages de la nuit. Un peu de ciel pour dénombrer les enfants qui dorment et respirent lentement dans leur lit. C'est surtout qu'il nous reste à nouer nos corps avec des liens si fragiles, à écouter la pulsation d'un cœur qui bat faussement, à la fois mort et vivant, et le prendre ensuite avec nos mains, ce cœur fragile, et entre nous deux faire l'échange. Je t'offre le mien, tu m'offres le tien. En se regardant d'une douleur encore inconnue, en comptant jusqu'à 3, en comptant 1, 2, 3, en le pressant fort contre nous, comme si nous voulions tous deux faire de cette nuit un jour lumineux. Le riz Vautryl. Celle-ci, Vida Meva, c'est ma lettre ouverte au monde. Qu'au-delà de ce lac froid, il y a une tentative de blanc, une expérience. Qu'au fond, bien au fond, où se tapit toute cette terre, il y a une tentative de sel, une expérience. Et qu'avec ce blanc et avec ce sel, si peu et tout à la fois, mon ami, il y a un nouveau lieu, une autre roche, qui ne flotte déjà plus sur l'eau, qui s'enfonce, à laquelle je m'accroche, Vida Meva, jusqu'au fond, bien au fond, jusqu'à toucher de la main, toute la main, la terre fangeuse du lac, où s'ouvre une vie nouvelle, millimétrique et circulaire, toute petite, blanche et salée. Et dans la part sécable de la pastille, millimétrique et circulaire, dans l'abîme, dans la fosse abyssale où tout se concentre, tout au fond du monde s'ouvre un gouffre où l'on peut vivre pour de vrai, Vida Meva, millimétrique et circulaire, où l'on peut vivre pour de vrai. Première ébauche, et le miaulement d'un chat de gouttière déchire le voile qui recouvre la nuit, et la lumière orange endormie des réverbères qui suturent l'autoroute quand il fait nuit, les doigts du voleur et ses yeux félins qui comptent les billets de banque tandis qu'à la maison l'attend le pouls faible d'un enfant endormi, puisqu'il fait déjà nuit. Le souffle pétrifié de la grand-mère sur son lit de mort, son dernier souffle, aujourd'hui et pour toujours, cette nuit. Et la neige qui recouvre la ville, et la fête un petit peu plus nette, un petit peu plus blanche, un petit peu plus vierge, si c'est la nuit. Et l'ombre d'un arbre immense quand il fait jour et qu'en dessous de lui tombe la nuit.
ombre sans ombre, dans la nuit. Et toi, tu arrives en me scrutant intérieurement pour me dire quelque chose. Et tu ne le sais pas, mais chaque fois que tu me parles, la nuit se fait plus longue, plus longue, plus longue, plus longue, plus longue, plus longue que la nuit. Finalement, le barbecue aura quand même lieu. J'en reçois l'invitation providentielle 5 minutes après m'être écroulée sur mon canapé dans un état semi-végétatif. Je la dois à la force de propulsion et au pouvoir organisationnel, culinaire et immobilier de Eva, le soleil du système copernicien de mon groupe de copines So Gay. Je monte à pied les 80 marches qui mènent à son minuscule dernier étage avec terrasse à Pietralata, le quartier romain violemment néo-réaliste, revenu sur le devant de la scène avec la gentrification féroce de ces dernières années. C'est ici qu'on célèbre nos anniversaires et nos messes païennes du dimanche, à coups de vin et de barbecue. J'ai rencontré Eva il y a quelques années grâce à Donna, une directrice de la photographie qui étudiait comme moi au CIAC, le très prestigieux Centre italien d'art cinématographique. On s'est tout de suite trouvés réciproquement très sympathiques, même si j'avoue avoir eu recours à une psychanalyse jungienne pour parvenir à accepter sa mise en couple avec Dina, le diamant du cours de réalisation, dont on était tous et toutes amoureuses. Et Margherita? J'avais acheté de la mozza sans lactose pour elle, demande Eva en m'ouvrant la porte. Elle ne vient pas, on s'est quittés. Encore? Oui, mais cette fois, c'est définitif. Il s'est passé quoi? Vous vous êtes disputés? Non. Mais c'est elle ou c'est toi? Elle. Viens, elles sont déjà toutes sur la terrasse. J'ai apporté 2 kilos de viande. Pas mal pour une végétarienne. Tu devrais te séparer plus souvent. Eva, c'est pas drôle, merde. Au barbecue, il y a évidemment Moira, qui a mis en stand-by l'université pour poursuivre son rêve d'apporter la culture en banlieue. Elle a donc convaincu son père de lui acheter 60 mètres carrés avec entrée indépendante au Quadraro, le quartier donné 5 contre 1 par les brokers comme le nouveau Pigneto. Et elle y a ouvert une librairie féministe qu'elle a appelée Labris. Un Labris, c'est une hache à double tranchant. À intervalles réguliers, Moira se remet à bûcher les 2 UV qui lui manquent pour terminer ses études et elle se remet en couple avec Lavinia, qui en ce moment précis tient à Dina et Donna une conférence sur les bienfaits d'un régime sans huile de palme. Vous saviez qu'il y en a même dans les biscuits pour bébés? C'est scandaleux, non? Conclut-elle en croquant une carotte crue. Dina semblant sincèrement outrée, Donna en profite pour lui demander des gages en tant que sa future femme. Dina, toi, tu lui feras des biscuits maison à notre bébé, n'est-ce pas? Certainement pas. Tu veux qu'elle mange de l'huile de palme? Et toi, tu veux que je devienne une de ces mamans casse-couilles, si obsédées par la préparation des petits pots qu'elles en oublient de coucher avec leur mari? Aucune d'entre nous n'est scandalisée par le terme mari, étant donné que Donna se définit elle-même comme un lesbien méridional. Non, non, mon amour, surtout pas. Alors on les achètera au magasin bio, ces putains de biscuits. Donna ne dit plus rien. Voilà, ça, c'est mes amis. Et ça, c'est ma mère. Allô, maman? Tu vas manger quoi aujourd'hui? Rien, j'ai mal au ventre. Comment ça? Mais tu vas rien manger du tout? Je vais pas mourir de faim, maman. Toi, tu somatises. Je somatise quoi exactement? Tu es stressée. Ou tu es amoureuse? Oui, bon. L'intestin est notre deuxième cerveau. Tu savais pas? Tu descends pour Noël? Oui. Alors, je vais te remettre sur pied. Tu fais ta cure de fer. Qu'est-ce que tu vas remettre sur pied? Tu ne bois pas, tu ne manges pas de légumes et après tu t'étonnes quand tu ne te sens pas bien. Ok. Tu voudras manger quoi pour Noël? Pour Noël? Oui. Mais j'en sais rien. Moi. Tu dois me le dire. Parce que je ne peux pas rester plantée là à vous attendre, moi. Mais maman, c'est dans 2 semaines, hein. Je dois m'organiser. J'ai des choses à faire, moi aussi. Décide, toi. Je dois toujours tout décider. Tu viens avec quelqu'un? Non, maman, toujours pas.
Tu vas te faire bonne sœur ou quoi? Oui, c'est mon plan B. Bonjour. Je m'appelle Benoît Meunier, je suis traducteur du tchèque et je vis à Prague depuis très longtemps. Je traduis des romans, des livres pour enfants, de la bande dessinée et de la poésie. Dans le cadre de ma résidence Archipelagos, donc, je me suis concentré sur 4 auteurs, 2 classiques et 2 contemporains, qui ont en commun une écriture lyrique et mémorielle. Le texte de Bohumil Hrabal que je vais vous lire, donc, qui est un classique, s'intitule « Le manuel de l'apprenti palabreur ». Il est tiré d'un livre qui s'intitule « La vie sans smoking », qui date de 1986, et qui rassemble des proses autobiographiques de longueur assez diverses, et qui sont très caractéristiques de son style. Le texte que je vais vous lire est un petit peu différent des autres. C'est une sorte de long poème en prose dans lequel Hrabal se livre à une espèce de transe verbale où se côtoient le trivial et le métaphysique. Et pour moi, c'est un véritable condensé de son écriture. Je vais donc tâcher de lui rendre hommage. Je suis un adorateur du soleil aux terrasses des restaurants, un buveur de lune lorsqu'elle se reflète sur les pavés humides. Je marche en ligne droite et rectiligne, tandis que ma femme, à la maison, quoique sobre, chancelle et commet des actes manqués. Une interprétation humoristique du Pantarei d'Héraclite me traverse le gosier, et tous les cafés du monde sont des assemblées de cerfs accrochés les uns aux autres par les bois de la discussion. Cette grande inscription qui dit « memento mori » et qui émane des choses, des destinées humaines, c'est une bonne raison de boire sub specie aeternitatis. Idem pour le cimetière d'Olszany, la prison de Pancrase et la rue Bartolomiejska. Et c'est pourquoi je suis un dogmatique de l'allergie à l'état fluide. La théorie du chêne et du roseau est ma force motrice. Je suis un cri de terreur humaine qui s'effondre sous la forme d'un flocon de neige. Je me dépêche toujours pour pouvoir 2 ou 3 heures par jour rêver activement ou rêver passivement, parce que je sais trop bien que la vie humaine passe comme on bat les cartes et qu'il vaudrait peut-être mieux que je sois lavé à la machine et emballé dans un mouchoir de poche. Je fais mine de pouvoir empocher le pactole, alors que je sais bien qu'au bout du compte, je repartirai avec un 0 pointé, que toutes ces joyeusetés ont commencé par une goutte de semence et qu'elles finiront dans le crépitement du feu, que les plus beaux débuts font les plus belles fins et que derrière son charmant minois, on peut faire l'amour avec la joyeuse Camarde. J'arrose mes plantes quand il pleut et je traîne une luge de décembre en plein mois de juillet pour me rafraîchir par les journées torrides. Et pour me réchauffer en hiver, je bois tout l'argent censé servir à acheter du charbon. Je suis poursuivi par la crainte que les gens ne craignent pas la brièveté de la vie, qu'il leur reste si peu de temps pour s'enivrer ou faire le fou tant qu'on le peut. Je vis ma gueule de bois matinale, non comme un échantillon pas tout à fait gratuit, mais au contraire, comme la valeur absolue d'un traumatisme poétique aux allures de discordance géologique. Discordance qu'il faut apprécier comme une colique hépatique sacrée. Je suis un arbre touffu, criblé d'yeux attentifs et rieurs qui sont toujours en état de grâce, tels les essieux couplés du hasard et de l'accident. Quelle joie de voir un jeune rameau sur un vieux tronc. Quelle joie de voir sur un jeune rameau le rire de feuilles à peine écloses. Mon climat, ce sont les giboulées d'avril. Mon étendard, une nappe pleine de taches, dans l'ombre ondulée de laquelle je ressens non seulement une euphorie joyeuse, mais aussi un glissement, une résurrection, une douleur sourde à l'occiput, un tremblement terrible de la main. J'arrache avec mes propres dents, de mes propres paluches, les tessons de verre brisés et les vestiges de la nuit qui fut agitée. Tous les matins, je m'étonne d'être encore en vie. Je suis toujours en sursis et je crains de passer l'arme à gauche avant d'avoir pu faire le fou autant que je le voudrais. Je ne me considère pas comme un chapelet, mais comme un simple maillon de la chaîne du rire interrompu. Les grains les plus fragiles régulent la force de mon imagination prodigue. Il y a en moi quelque chose de castré, quelque chose qui est et qui tend vers le passé en même temps pour être catapulté en arc de cercle vers un futur qui échappe sans cesse à mes lèvres et mes yeux affamés. Si bien que je louche et je vois double comme à travers un cristal d'Islande. Aujourd'hui est hier et avant-hier est après-demain. C'est pourquoi je suis le producteur de jugements synthétiques et précipités. Je suis le goûteur, le taste-vin d'un espace frelaté. Je considère les trous de mémoire et la sérénité et le babil des enfants
comme le prélude à des découvertes potentielles. Grâce au jeu et à la malice, je change en rire une vallée de larmes. J'ensorcelle la réalité et elle ne m'envoie pas toujours des signes. Je suis le chevreuil effarouché dans la clairière d'attente impertinente. Je suis la lourde cloche de l'imbécilité fêlée par la foudre de la connaissance. L'objectivité acquiert chez moi une extrême subjectivité que je considère comme un appendice de la nature et des sciences sociales. Je suis un génie négatif, un braconnier dans les bois du langage, un garde-chasse de l'inspiration humoristique, un veilleur assermenté dans les champs de la blague anonyme, un assassin de bonnes idées, le garde-pêche des viviers douteux de la spontanéité, un éternel amateur et dilettante de la débilité et de la pornographie, un héros de la déraison qui pense, un croisé téméraire de parallèles précoces, qui veut croquer sa tartine au beurre d'infini, qui veut boire au boc sa mousse d'éternité, là, tout de suite. Maintenant, sinon jamais. C'est dans la mauvaise interprétation des paroles du Christ que je trouve un charme au texte des apôtres. Une dentelle de Bruxelles, trempée dans de la bave d'épileptique, des glaçons qui bordent le ruisseau en hiver, voilà mes ornements. Et on peut s'y blesser. Je suis la dépression, le spleen, le down. La manière dont je me prépare à sauter tête la première contre un mur n'est qu'une expérience toujours repoussée pour voir si on peut vivre autrement que comme j'ai toujours vécu. Je suis un neurasthénique qui jouit d'une excellente santé, un insomniaque qui ne dort profondément que dans le tram et qui, du coup, se retrouve évidemment au terminus. Je suis la vaste présence de menues attentes, de pannes attendues et de vastes couacs. Je vois clignoter à l'horizon grotesque d'autres horizons, ceux de minuscules provocations, de scandales miniatures, et c'est pourquoi je suis clown, animateur, narrateur et précepteur, en même temps que grand dépréciateur et dénonciateur de moi-même, et l'auteur de lettres de menaces anonymes. Je considère les nouvelles les plus futiles comme un préambule possible à ma constitution que je révise sans cesse et que je n'aurai jamais achevée. Sur le plan du nombre à peine ébauché, j'aperçois un gigantesque édifice, mais ce n'est qu'un tombeau d'enfants effondrés depuis longtemps. Je suis un homme enceint de sa propre jeunesse et qui va vieillissant. Mimiques et langage sont la grammaire en mouvement de mon jargon intérieur. Une tranche de pain de viande bien chaude et une pinte de bière bien fraîche sont en mesure pour moi d'accomplir en moins d'une demi-heure la transsubstantiation de la matière en bonne humeur, comme une métamorphose triviale, comme le premier miracle du monde. Une main posée sur l'épaule d'un ami est pour moi la poignée de la porte qui mène à la béatitude, là où chaque objet aimé est le centre d'un paradis. Le cœur de la nature est un état de bordie accessible dans lequel on peut aimer en esprit un vagin rebelle et obstiné, emballé qui plus est dans les plus belles courbes de chair. Verbum caro factum est, le cannibalisme à sec, sans prêtre ni baccalauréat. Les yeux tristes des vaches qui se lèvent curieux par-dessus le rebord des camions, ce sont mes yeux. La génisse encore enfant que les bouchers attendent avec des couteaux luisants, c'est moi. La petite mésange recrachée par la pompe, les ailes désarticulées dans un seau d'eau un soir de gel, c'est moi. La flamme dans laquelle les guêpes fidèles reviennent pour brûler avec les autres dans un nid flamboyant, voilà qui m'esquisse assez précisément l'idée d'un rayon de cire en flamme préparé rien que pour moi. Me voici compagnon épistolaire de l'Académie de la Palabre, auditeur libre à la chair d'euphorie. Mon Dieu est Dionysos, jeune homme ivre et gracile, la gaieté incarnée. Mon père de l'Église, c'est Socrate l'ironiste, qui dialogue patiemment avec tout un chacun pour l'amener par le langage et au-delà du langage, jusqu'au seuil même de l'ignorance. Son fils aîné est Jaroslav Hašek, inventeur de l'anecdote de comptoir, viveur de génie, scribe de génie qui aura su humaniser les cieux de la prose à coups de grosse humanité et qui aura laissé à d'autres l'écriture. Sans scier sous mes cils, je scrute les pupilles bleutées de cette sainte trinité sans atteindre le comble de la vacuité, l'ivresse sans alcool, l'éducation sans savoir. Inter urinas et faeces nascimur, alors qu'on dirait que nos mères nous ont enfantés à califourchon au-dessus de fours crématoires, à moins que ce ne soit des tombes couvertes d'herbes folles. Je suis un taureau qui s'est vidé de son sang à force de rire et dont on déguste la cervelle à la petite cuillère. Dites garçon, il ne vous resterait pas un petit goulash ? Merci.